Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. On est mardi, il est 17 heures et comme tous les mardis à 17 heures, eh bien, nous avons le plaisir de nous retrouver pour parler d'une thématique marketing digital, technique de vente, intelligence artificielle, des techniques et des sujets en tout cas utiles à l'entrepreneur pour développer son business et développer son activité. Alors, avant de rentrer dans la thématique du jour, je vais simplement vous demander de confirmer pour ceux qui nous suivent sur Zoom et de taper dans le chat que c'est bon au niveau de la vidéo, au niveau du son, hein, que tout se passe bien de ce point de vue-là. Et puis, j'accueille et je salue aussi tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, puisque depuis le début de cette année, on a le plaisir d'être en streaming lors de chaque live. Et donc, on a des gens qui nous suivent sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez également les poser via les réseaux sociaux, puisque nous allons screener les différents réseaux pour relayer vos questions à Olivier et à Nicolas, son invité du jour. Voilà. Alors, sans tarder, je vais passer la parole à Olivier qui va nous présenter la thématique et qui va accueillir l'expert du jour qui est Nicolas. Attention, Nico, quand tu as l'étiquette d'expert, tu as la pression, hein. Bonjour tout le monde, je vois plein de têtes connues. C'est sympa parce que depuis le début de l'année, on a changé un peu le format. Du coup, on accepte le face caméra sur Zoom. Et donc, du coup, je vois notamment Christian. Salut Christian, je te salue. Et il y en a plein d'autres. Il y a Fadi, j'ai vu. Non, c'est super de vous avoir là. Donc, toutes ces masterclass, vous allez les retrouver effectivement tous les mardis soirs de 17h à 18h. Elles sont maintenant streamées en live sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, si effectivement vous n'êtes pas présent pendant le live, vous pouvez voir les replays directement sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous et ou également sur les profils LinkedIn de vos hôtes préférés. Donc, ben, écoutez, bonsoir à nouveau. Ravi d'être avec vous ce soir sur un sujet ô combien précieux, la prospection multicanale. On va en parler dans le cadre du programme Croissance pour tous. Donc, Croissance pour tous, je le rappelle, c'est un programme qui a été créé par mon ami Laurent Hannay il y a 2 ans maintenant et que j'ai rejoint l'année dernière et qui a pour objectif d'accompagner de manière très opérationnelle sur 90 jours les entrepreneurs qui souhaitent mettre en place une stratégie de croissance durable dans leurs entreprises respectives. Et donc, à travers Croissance pour tous, on vous prend par la main, étape par étape, pour petit à petit vous inviter à mettre en place ces stratégies de croissance éprouvées. Dans le cadre du programme, vous retrouvez tous les mardis ces masterclass qu'on a le plaisir d'animer ensemble. Masterclass qui, du coup, elles, sont ouvertes en mode public, ouvertes au plus grand nombre. Et donc, dans ces masterclass, on essaye de traiter de sujets de manière très, très, très opérationnelle. Et donc, sur tous ces aspects liés à l'entrepreneuriat, que sont les techniques de vente, le marketing, l'IA, le digital et bien évidemment le développement personnel. Et donc, ce soir, on reçoit Nicolas Arnaud de la société Magilide. Alors, on a animé avec Laurent il y a quelque temps une masterclass sur la prospection digitale qui a eu beaucoup de succès parce qu'on a été vu plus de 800 fois sur les réseaux sociaux sur la vidéo. Et moi, on a reçu avec Laurent beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages où vous souhaitiez effectivement qu'on approfondisse le sujet. Alors, sur cette masterclass sur la prospection digitale automatisée, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, éventuellement la revisiter. Mais on souhaitait approfondir, enfin vous souhaitiez qu'on approfondisse le sujet. Et donc, raison pour laquelle j'ai convié mon ami Nicolas à venir ce soir partager avec nous ses meilleures techniques sur le sujet concerné. Alors, la prospection multicanal, pourquoi on a appelé Nicolas? Nicolas de la Société Magite, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble, hein, on est partenaires et donc nous, on utilise aussi bien pour nous les solutions proposées par Magite, mais également pour nos clients. Donc, on a plein de retours d'expérience maintenant depuis 2 ans sur la solution et il vous le dira pas, mais moi, je vous le dis. Aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui en 2024, février, hein, donc demain ça peut changer parce que dans le digital, ça évolue super vite. Mais à ce jour, moi, je considère que c'est aujourd'hui la solution Magilide, la solution la plus performante, la plus complète du marché en francophonie pour tout ce qui est prospection digitale et prospection multicanal qui est le sujet du jour. Alors Nico, je te laisse te présenter et puis on va animer
un peu cette masterclass en mode ping-pong, parce qu'avant, j'ai plein de questions à te poser. Tu es sur le grill, hein, fais gaffe, hein, donc plein de questions à te poser ce soir. J'en profite pour vous dire voilà, que si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, c'est fait pour ça, n'hésitez pas à nous couper, à lever la main sur Zoom et puis à poser vos questions dans le chat. Avec Laurent, on fera office de modérateur. C'est pas du tout des webinaires descendants où on vient comme ça partager de l'information, mais c'est vraiment, on essaye de faire en sorte que ces masterclass soient le plus pratico-pratique et opérationnel possible. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. En général, on essaye de finir à 18 heures, des fois un peu avant, des fois un peu après, suivant les questions et les sujets qu'on est amené à aborder. Mais voilà, donc surtout, n'hésitez pas à nous couper. Hein. Encore une fois, l'objectif, c'est que vous puissiez en retirer le maximum pour vous et votre entreprise. Alors, mon cher Nico, par quoi on commence? Eh ben, Comment bonjour ça à va tous. d'abord? Tu es à la Bonjour à pêche? Est-ce que tu tous. es à la Ouais, pêche? ouais, ouais, très bien, ouais, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bah, moi, je suis ravi d'être là. Donc, on va partager un petit moment ensemble. Merci Olivier, merci Laurent pour l'invitation. Et c'est parti, on va plonger dans le vif du sujet petit à petit. Mais je vous dis simplement deux mots comme ça en introduction. Donc moi, je m'occupe de tous les aspects opérationnels de la plateforme Agit. En fait, la plateforme Agit, c'est une plateforme à partir de laquelle on fait des campagnes de prospection digitale pour l'ensemble de nos clients. Ça peut être, c'est des clients de tous horizons, de tout secteur d'activité, de toute taille. Et donc, moi, je suis en première ligne puisque très souvent, je suis amené à aider nos clients sur ces campagnes-là. Donc, faut pas hésiter. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Que ça vous paraisse des questions stupides. Il n'y a pas de questions stupides, surtout pas. C'est des sujets qui sont assez techniques, donc faut bien commencer. Donc, avec grand plaisir. Et c'est surtout en fait sur un sujet sur lequel il faut être assez modeste parce qu'on n'a jamais la science infuse. Donc, toute question est bonne à prendre et toute question fait avancer le débat. Ce qu'on Voilà. peut peut-être déjà préciser ici, à Nicolas, c'est que quand tu parles de prospection B2B, c'est-à-dire pour des entreprises qui cherchent à vendre à d'autres professionnels. Si vous êtes dans un business de type B2C où vos clients sont des particuliers, la solution qu'on va vous présenter ne pourra pas fonctionner. Pas que techniquement elle ne puisse pas le faire, mais légalement par rapport au RGPD, etc., voilà, on ne le fera pas. Donc c'est déjà, je veux dire, une première séparation à mettre entre la prospection B2C vers les particuliers ou la prospection B2B vers les professionnels. Exactement. Nous, on va travailler avec B2B. C'est des mécaniques précises pour le B2B. Il y a les mêmes mécaniques qui existent en B2C, mais là, je ne serais pas compétent pour vous donner des informations dessus. Je connais beaucoup moins le sujet. Mais oui, oui, sur le B2B, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors déjà, Nico, prospection multicanal. Qu'est-ce que tu entends par prospection multicanal? Bah, en fait, ça rejoint un petit peu ce que disait Laurent juste avant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va s'adresser en B2B, on va avoir en fait ce qu'on va appeler plusieurs canaux. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs moyens de s'adresser à notre prospect potentiel. En fait, plusieurs canaux, plusieurs moyens, plusieurs canaux, ça veut tout simplement dire qu'on va avoir plusieurs cordes à notre arc. On peut lui envoyer un email, on peut envoyer un message sur LinkedIn, on peut envoyer un SMS, on peut envoyer ce qu'on appelle un message vocal. Donc, vous voyez, en fait, il y a plusieurs façons de faire pour toucher la bonne personne. Et du coup, en fait, l'idée du multicanal, c'est tout simplement réussir à architecturer ensemble ces différents canaux les uns aux autres pour maximiser notre chance tout simplement de toucher la bonne personne au bon moment. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on va mettre tout simplement en place des mécanismes qui consistent à se dire, bah, je vais d'abord envoyer un email à Monsieur Martin, qui est mon prospect potentiel. Et puis, si Monsieur Martin me répond très bien, je suis en contact avec lui, je vais m'arrêter là. Par contre, si Monsieur Martin ne me répond pas, qu'il a par exemple lu mon email mais qu'il ne m'a pas répondu, je le sais, c'est une donnée que j'ai à ma connaissance. Bah, à ce moment-là, je vais me dire, bah, tout simplement, je vais lui faire une piqûre de rappel, je vais revenir vers lui dans 5 jours, dans 6 jours, dans 7 jours, de façon à lui envoyer par exemple un message sur LinkedIn. Et en changeant de canal, je vais tout simplement augmenter mes chances que Monsieur Martin me réponde parce que naturellement, c'est exactement comme on fait tous au quotidien quand on a une prospection commerciale ou qu'on a comment dire, un bon de commande qui est chez un client, on va devoir le rappeler 2, 3, 4, 5 fois avant d'avoir son retour. Ça va être exactement le même mécanisme. En fait, c'est tout simple. C'est le nombre d'interactions avec mon prospect potentiel va tout simplement augmenter mes chances de rentrer en contact avec lui. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une statistique que moi j'aime bien partager, qu'on partage avec Laurent. Là, alors c'est tout métier confondu, mais ça donne déjà la tendance et je trouve que ça va dans ton sens. C'est que quand un prospect découvre une marque, une entreprise pour la première fois, combien de contacts il lui faut avec cette marque avant qu'elle soit prête à acheter?
en moyenne. Tiens, je pose la question à vous qui êtes parmi nous. À votre avis, donc si on vous découvre pour la première fois, et je découvre les pianos Phoenix, parce que je vois qu'il y a Fadi. Voilà, donc là, on me dit 8. C'est exactement ça. C'est entre 8 et 12 contacts avec l'entreprise concernée pour commencer à créer du lien, de la confiance et éventuellement passer à l'achat. Donc, le multicanal sert aussi cet objectif. Exactement. Et puis, ça va aussi servir à l'automatiser. C'est-à-dire que quand on parle de prospection multicanal, on sous-entend prospection multicanal automatisée. Donc, en fait, nos 8 interactions, on va gagner du temps. En fait, on va augmenter nos chances d'atteindre la bonne personne. Mais en plus de ça, on va gagner du temps parce que la machine va le faire pour nous, en fait. Alors, évidemment, oui, on va avoir comment dire, un temps de paramétrage au début, mais on va vite le récupérer après. Et d'ailleurs, ça serait intéressant pour ceux qui sont dans le Zoom et puis éventuellement les autres. J'ai toujours un petit décalage hein, sur les réseaux sociaux, de nous dire aujourd'hui ben, comment vous vous organisez en prospection commerciale. Est-ce que vous faites de la prospection digitale déjà? Et si oui, ben, quelles sont un peu les techniques, les outils que vous utilisez? Voilà, partagez-nous vos bonnes pratiques. Si vous avez des questions, je les remonterai à Nico. Ça permet de commencer à échanger ensemble. Tiens, j'ai une première question ici de Susanna qui me dit, est-ce qu'on fournit le listing prospect pour l'emailing? Alors, c'est une très bonne question. On va y revenir. Nous, sur la plateforme Agile, non, on va fournir les outils à nos utilisateurs de façon à créer la liste de contacts en direct. Donc, si votre prospect, je vous prends un exemple complètement lambda. Hein. Si notre prospect, c'est un directeur logistique dans des entreprises qui font en moyenne de 50 à 100 personnes qui se trouvent dans les Pays de la Loire, en fait, on va requêter le système de façon à avoir une liste de contacts qui correspondent aux différents critères que on va rechercher. Donc là, en l'occurrence, sur la plateforme Agile, on va avoir la capacité de créer la liste en direct et du coup, on ne va pas avoir la nécessité d'importer dans le système une liste de contacts qu'on aurait chez nous, de notre côté. Ça, c'est un autre élément différenciateur. Effectivement, c'est assez important. Mais en prenant, en fait, ce qui est surtout intéressant dans ce mécanisme-là, c'est vraiment avant de faire de la prospection commerciale, c'est de réussir en fait à définir des axes, c'est-à-dire des stratégies qu'on va vouloir faire. Je prends souvent cet exemple-là en se disant, faut bien séparer les mécaniques vraiment de pure acquisition, de pure prospection, qui vont se passer du coup sur des bases de personnes qui ne nous connaissent pas. On va vraiment partir à froid, on va se dire, ok, là j'ai un panel, j'ai un échantillon de personnes qui ne me connaissent pas. Là, mon objectif, ça va être de rentrer en contact avec eux. Et c'est vraiment là ce qui va nous intéresser pendant ce webinaire, c'est les différents mécanismes qu'on va mettre en place pour arriver à cet objectif-là. Et puis de l'autre côté, je mets toujours ça en parallèle de ce que j'appelle des mécanismes. Alors, c'est un anglicisme, hein, on dit nurturing, mais en fait, ça veut tout simplement dire c'est des mécanismes d'animation d'une communauté. Ça veut dire on va venir animer des gens qui nous connaissent déjà. Et dans cette branche-là, on va ranger typiquement la newsletter. La newsletter, c'est effectivement, on va utiliser de l'emailing, mais on va pas utiliser de l'emailing pour faire de la prospection. On va utiliser de l'emailing en fait pour alimenter notre communauté en information, simplement pour que notre marque apparaisse à leurs yeux et par ce biais de la récurrence qu'on va espérer que la personne rentre en contact avec nous. Ça, c'est vraiment des mécanismes qui sont intéressants, qu'on fait en parallèle de ce que nous, on fait sur la prospection digitale. Mais vous voyez, j'ai toujours tendance à vraiment séparer les deux choses pour bien avoir une idée concrète de là où je vais m'orienter et avoir une idée très concrète des process que je vais mettre en place. Donc d'un côté, on va vraiment avoir l'articulation de ce qu'on va appeler prospection sur une base froide. C'est vraiment ce sujet-là qui va nous intéresser. De l'autre côté, on va ranger la newsletter et on va aussi ranger tout ce qu'on va mettre dans, par exemple, si demain vous faites une campagne SMS sur des gens qui sont avec qui vous avez déjà eu un contact mais qui n'ont jamais signé, vous vous dites bon, je peux peut-être effectivement les relancer. Ça fait 6 mois que j'ai pas eu de leurs nouvelles. Très bien, ça c'est des très bons mécanismes à mettre en place et ça fait très souvent ses preuves. Mais encore une fois, on va le ranger dans la partie animation de la communauté. Donc on va vraiment séparer ces deux branches-là. Et c'est pour ça que la question du listing client est intéressante. Parce que si vous avez un listing client, si c'est des gens qui vous connaissent déjà, on va le ranger dans la partie animation de la communauté. Si par contre c'est un listing client de personnes qui sont froides, que vous ne connaissez pas, à ce moment-là, on va pouvoir faire de la prospection sur ces personnes-là. Mais bon, nous, en règle générale, on crée le listing client sur la plateforme. Mais si vous en avez un, évidemment, on peut complètement l'utiliser. Oui, donc là, on est vraiment sur la prospection froide. Voilà. Et bah, du coup, euh, comment on fait, Nico? Alors, si on rentre dans le sujet, Yes. là, concrètement, Alors, alors, si... c'est une très bonne question. Ouais. Alors, je ne sais pas parmi l'audience s'il y en a qui ont eu des expériences, que ce soit des bonnes expériences, des mauvaises expériences. Vous avez déjà lancé des campagnes, ça a donné ou pas des résultats.
il vous est arrivé telle ou telle aventure, telle ou telle mésaventure, n'hésitez pas à la partager, ça, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, on voit toujours un peu les mêmes choses qui nous arrivent, donc n'hésitez pas à réagir si ça Oui, vous est est-ce qu'il y arrivé. en a par exemple qui ont déjà qui font de la prospection par email, par exemple? Et puis, bah, si oui, est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'il y en a qui utilisent LinkedIn, par exemple? Peut-être tu vas peut-être en parler, Nico. Exactement. Ouais. Et si oui, est-ce que ça marche pas? Voilà. Partagez-nous un peu vos plus ou moins bonnes recettes, et puis comme ça viendra alimenter la conversation. En attendant, Yes. alors, nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble, mais moi, Nico, j'ai quand même, ce qui revient souvent quand je parle de ce type de solution à des clients, c'est mais l'emailing, la prospection par email, ça marche encore. Et oui, Ça mais marche franchement, ça vraiment. marche tous les jours. Ça marche tous les jours. Mais en fait, ça marche tous les jours, mais les conditions pour y arriver sont de plus en plus précises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'a plus de place, on est tous dans la même. Et si je vous dis, est-ce que vous recevez tous d'emails, tous trop d'emails, je pense que tout le monde nous dira oui. Donc, en fait, ça veut dire que on est sur une activité qui, aujourd'hui, est accessible à tout le monde. Et ça veut dire qu'on reçoit toujours tous plus d'emails. Et donc, il faut être meilleur, il faut augmenter notre niveau d'exigence dans les campagnes qu'on fait. Et du coup, ça marche très bien, mais il faut presque réussir à, comment dire, à progresser pas à pas dans notre manière de faire pour arriver à des bons résultats. Donc, de façon très concrète, pour lancer une campagne, alors là, on va s'intéresser effectivement à l'email parce que moi, c'est le canal que j'utilise toujours en premier. Je vais vous expliquer pourquoi pour différentes raisons. Mais après, on peut bien sûr l'agrémenter du multicanal et on aura l'occasion d'y revenir. Mais du coup, pour lancer une campagne d'email, il va nous falloir 3 éléments. Et en fait, c'est uniquement ces 3 éléments-là sur lesquels on va se concentrer au début. Il va nous falloir bien sûr une liste de contacts, il va nous falloir un contenu d'email et il va nous falloir un email, ce qu'on appelle un email expéditeur, qui est en fait tout simplement l'email qui va envoyer les emails dans le cadre de notre campagne. Et en fait, ces 3 éléments-là, déjà, comment dire, il y a 1001 façons de les faire. Donc en fait, il va falloir respecter à chaque fois des astuces et des comportements qui sont très formatés pour en fait, in fine, arriver à quelque chose qui est à peu près fiable. Et à partir de ce moment-là, on va itérer, on va améliorer les choses. Alors, je vais juste commencer et vous n'hésitez pas à réagir encore une fois si je suis un peu technique. Je vais juste commencer par l'email expéditeur. Alors, l'email expéditeur, en fait, ça va être la pierre angulaire de toute votre stratégie. C'est-à-dire que c'est l'email à partir duquel votre campagne va partir. Et l'email expéditeur, ça n'en a pas l'air, mais c'est vraiment, comment dire, l'élément presque le plus important de votre campagne. Alors, on a très souvent tendance à se dire au début, ah bah oui, mais moi j'utilise des outils pour faire des newsletters. Donc en fait, les emails expéditeurs que j'ai, c'est des emails expéditeurs, ce qu'on appelle des alias. Donc je vais connecter un alias et puis je vais envoyer, etc. Ça, vous avez probablement tous déjà eu cette expérience sans vous en apercevoir. C'est quand vous envoyez une newsletter. Si demain, moi, je vais sur un outil newsletter et j'envoie une newsletter, le système va me demander de configurer un email. Je vais mettre nicolas@magilids et puis je vais envoyer ma campagne à partir de cet alias-là. Ça, c'est pas du tout ce qu'il va falloir faire en prospection. C'est ce qu'on va appeler un alias. Donc, en fait, tout simplement, c'est un texte de remplacement qui, au moment où mes emails partent, va faire penser que mon email part depuis nicolas@magilids. Mais en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. La meilleure chose à faire, c'est vraiment de créer une vraie boîte mail qui va être dédiée à toutes vos campagnes de prospection. Une vraie boîte mail, c'est exactement la même chose que votre adresse email dont vous vous servez au quotidien. Sauf qu'en fait, la meilleure chose à faire, parce que là, c'est une petite mise en garde, la meilleure chose à faire est d'utiliser la même adresse que celle que vous utilisez au quotidien, mais pas sur le même domaine. Je m'explique. Si au quotidien, vous utilisez nicolas@magilids.eu, qui est moi mon adresse, je ne vais absolument jamais utiliser cette adresse email pour faire mes campagnes de prospection, parce que qui dit campagne de prospection dit j'ai forcément un risque, un moment d'impacter la réputation de mon domaine et de finir en spam au fil de l'eau. Donc, ça veut dire que la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer, et je vais donc en fait tout simplement chez un hébergeur lambda, je vais acheter mon nom de domaine, magilids.com, je vais acheter ce nom de domaine-là, qui est totalement décorrélé de mon email du quotidien, et puis je vais créer un nicolas@magilids.com, et c'est cette adresse-là dont je vais me servir pour faire toutes mes campagnes de prospection. Et à aucun moment, je vais en fait faire communiquer mon adresse du quotidien avec mon adresse de prospection qui sera dédiée à mes campagnes. Ça, c'est la première règle d'or et c'est exactement ce que je vous encourage à faire pour toutes vos campagnes si demain vous voulez les lancer. Et comme en fait toutes vos démarches de marketing digital, il faut que ça soit décorrélé de votre email principal. Voilà. Ça, c'était le premier point.
Est-ce que Pas des ça vous semble moindres. à peu près? Et pas des moindres, exactement. Et en fait, très souvent, on l'oublie alors que c'est la pierre angulaire de tout. Parce que qui dit que d'abord, j'ai sécurisé mon adresse email d'expédition, ça veut dire in fine que forcément, je vais avoir des bons résultats qui vont en découler à la fin. Mais très souvent, en fait, on oublie un peu ce point-là et du coup, on prend un peu n'importe quelle adresse, on se dit, allez, je vais shooter ça depuis nicolas@gmail.com. Mais en fait, non, c'est pas un très bon réflexe. Il faut mieux passer un petit peu de temps au début à configurer son adresse. Il faut mieux, dépenser 5 ou 10 euros pour acheter un domaine qui sera dédié. Et derrière, en fait, c'est celui-ci qui va me servir à envoyer mes campagnes. D'ailleurs, Est-ce j'ai que lu pour que, le moment, ouais, pardon. ouais, non, je te coupe, mais j'ai lu que, enfin, j'ai lu, on a vu qu'en janvier, Gmail avait changé ses conditions et que du coup, les éditeurs de solutions de prospection maintenant recommandaient fortement de prospecter à partir d'un nom de domaine, c'est exactement ce que tu veux dire, et non plus à partir d'une adresse Gmail. Euh, Exactement. ouais. Et là, je C'est crois que exactement ça. ça date du mois de janvier. Ouais, exactement ça. C'est en fait, maintenant pour délivrer des adresses Gmail, donc n'importe qui, n'importe quel professionnel qui utilise une adresse qui est connectée sur un Gmail, donc sur ce qu'on appelle un environnement workspace, c'est exactement la même chose que sur Outlook. En fait, très souvent, les entreprises sont soit sur Outlook, soit sur Gmail. Aujourd'hui, pour délivrer sur un Gmail, il faut montrer patte blanche et il faut que l'adresse email qu'on utilise pour envoyer nos campagnes, en fait, elle ait été bien configurée. C'est exactement ce que je vous disais au début. Et en fait, il faut passer un petit peu de temps. Alors, il n'y en a pas pour très longtemps, hein. C'est juste que il faut aller chez un hébergeur, acheter un nom de domaine, créer l'adresse email et très souvent, l'hébergeur, lui, il configure automatiquement l'adresse email. Donc après, on est bon pour y aller. Voilà. Et dernière petite astuce sur cette adresse email, la meilleure chose à faire, c'est vraiment que votre adresse email elle soit personnalisée. C'est-à-dire que c'est toujours bien mieux de recevoir un email depuis Nicolas Hatt que depuis contact ou info Hatt. Voilà. Il faut qu'en fait, faut toujours vous mettre à la place du destinataire, donc la personne qui va recevoir votre email, en vous disant, en fait, il faut que cette personne qui reçoive l'email, elle ne puisse pas comprendre que ça a été automatisé à un moment. Donc, il faut qu'elle soit dans la position de se dire, ah, Nicolas, il m'a envoyé l'email de lui-même, depuis sa boîte mail, il a fait cet effort-là. Et en fait, c'est ces campagnes-là sur lesquelles vous aurez les meilleurs résultats. Voilà. Donc, ça, c'est la toute première chose. Très clair. Voilà, c'était la seule partie un peu technique. Bon, ça va, si on en reste là, on est bon alors. Ouais, ouais, ouais. Alors, la deuxième partie, le deuxième point qu'il va nous falloir, c'est évidemment le contenu de notre email. Alors, le contenu de notre email, c'est un jeté équilibriste, c'est un couple entre la liste de contacts et le contenu de notre email. Forcément, il va y avoir un écho de chaque côté. En fait, ça va être un peu un système de rebond, c'est-à-dire que je vais forcément adapter le contenu de mon email par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Donc, la deuxième astuce, donc, je récapitule à chaque fois pour qu'on ait vraiment une liste très concrète de ce qu'on peut mettre en place. Première astuce, créer un email qui sera dédié à vos campagnes. Deuxième astuce, essayez d'avoir des cibles qui sont assez précises. Plus votre cible va être précise, plus votre texte en fait va tout simplement coller à la personne. Alors ça paraît un peu bateau, on se le dit toujours tous. Ah oui, dans le milieu du marketing, on entend tout ça toute la journée. Il faut segmenter au maximum notre audience, etc. Mais en l'occurrence, c'est vrai. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'aller très loin en vous disant ah j'ai mon persona 1, ses centres d'intérêt, c'est qu'il est à la recherche d'un leasing automobile aujourd'hui, il veut une voiture électrique, etc., etc. Ça, c'est compliqué à trouver. Vous pouvez commencer de façon très simple en vous disant, OK, moi, quelle activité je fais? J'ai une activité de formation, j'ai une activité de conseil, par exemple. La première chose que je vais vouloir faire, c'est déjà segmenter autour de chez moi, c'est-à-dire avoir un élément de localisation qui est assez fort. Et ça, en fait, très bien, c'est un élément de segmentation sur lequel on va pouvoir jouer. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir une base précise par des clés, en fait, des clés, des critères qui vont être soit le secteur d'activité, la localisation, la fonction de la personne, forcément, derrière mon texte, je vais pouvoir le mettre en relief par rapport à ces critères-là. Si demain, j'ai une activité de conseil dans la Creuse et que je vais aller chercher les dirigeants qui sont autour de chez moi parce que c'est ceux que je vais pouvoir aller visiter, c'est ceux avec qui je vais avoir une relation privilégiée, je vais commencer mon email comme ça. Je vais commencer en disant bonjour Monsieur Martin, je me permets de vous contacter parce que moi aussi je suis creusois et par ce biais-là, je suis passé devant chez vous, j'ai eu vent de votre entreprise par le biais d'un ami ou quoi que ce soit, et on va avoir une introduction comme ça qui va être une introduction beaucoup plus personnalisée qu'une introduction générique. Voilà. Donc, deuxième petite astuce, essayez de segmenter votre audience. Vous n'avez pas besoin de faire une segmentation qui est ultra performante au début, ultra précise, mais simplement avec quelques petits critères qui vont faire que en fait, votre texte et votre premier contact avec la personne
en fait, ça va être un texte qui va être personnalisé. La personne va se dire, ah oui, en fait, il m'écrit parce que lui-même, il est creusois. Il m'écrit parce qu'en fait, il est à 10 km de chez moi et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai ce point commun avec ces personnes et je vais du coup être beaucoup plus avenant à répondre et beaucoup plus susceptible à répondre à cette personne-là plutôt qu'à une autre. Voilà. Donc ça, c'est assez important. D'ailleurs, le ciblage, c'est une des clés. Tu l'expliques très bien. Mais qu'est-ce que tu recommandes, toi, du coup, par exemple, en taille d'audience ou en taille de cible? Est-ce qu'il vaut mieux faire avoir un nombre important dans sa cible, pas beaucoup, enfin, ou un mix des deux, enfin, tu vois? C'est quoi les bonnes pratiques par rapport à ça? Ouais, c'est une très bonne question parce que si vous commencez avec 20 personnes, ça suffira pas parce qu'en fait, il y a toujours ce qu'on va appeler la loi des grands nombres, même si on va galvauder un peu ça, parce que c'est pas réellement la loi des grands nombres, mais en tout cas, en termes de tendance, si demain je lance une campagne sur 20 personnes, peut-être que je vais avoir deux personnes qui vont me répondre et je vais trouver ça chouette. Peut-être que j'en aurai zéro qui vont me répondre et en fait, quoi qu'il arrive, ce sera pas représentatif. Alors moi, j'aime bien au début pour lancer des campagnes et que j'ai eu une tendance assez fiable, j'aime bien considérer qu'à partir du moment où j'ai 200-300 personnes dans ma cible, ça me permet d'engager mes premières campagnes et déjà de tester mes premiers textes d'email. Certains vous diront que c'est trop, certains vous diront que c'est pas assez. Vous pouvez bien sûr faire votre propre, un peu votre propre étalon de comparaison. Moi, j'aime bien, c'est ça, avoir 100, 200 personnes. Déjà, je trouve que c'est assez représentatif. Et en fait, tout de suite, ça va me permettre de calculer mes taux en me disant, bah, OK, si j'ai envoyé 100 personnes sans email et que j'en ai 40 qui ont ouvert mon email, mais que personne ne m'a répondu derrière, bah, c'est qu'il y a très probablement un problème au niveau de mon contenu d'email. Parce qu'il faut vous dire que si 40 personnes ont lu votre email, mais personne ne vous répond, en fait, le sujet, il est probablement chez nous, de notre côté, plutôt que chez la personne qui a découvert l'email, parce que eux, ils ont un dénominateur commun, ils sont 40 à l'avoir lu, et ils n'ont pas répondu. Donc, en fait, le texte d'email, il est probablement chez nous. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je pense qu'au début, cherchez pas à avoir des bases de données qui font 30 000 personnes. Cherchez pas non plus à avoir des bases de données qui font 10 personnes, mais un juste milieu, un juste équilibre de 100, 200 personnes, c'est bien. Petit aparté, on me demande s'il faut mettre un lien de désabonnement à la fin de l'email. Alors, c'est une très bonne question. Euh, les avis sont partagés. C'est l'interprétation du RGPD. En fait, pourquoi les avis sont partagés? En principe, le RGPD nous dit quoi? Nous dit on peut démarcher comment dire, un professionnel à partir du moment où son adresse est une adresse professionnelle. Donc surtout, ne vous amusez pas à faire ça sur des adresses qui sont des adresses Hotmail, Yahoo, Wanadoo, ce que vous voulez. Ça, c'est des adresses email personnelles. Donc surtout, ne vous engagez pas à faire ça là-dessus. C'est ultra important. Si vous avez au début un doute sur votre liste, prenez le temps de regarder et de vous renseigner avant de shooter. Par contre, à partir du moment où vous avez des domaines professionnels sur votre liste, allons-y. Le RGPD nous dit d'abord, premièrement, il nous dit ça. Deuxièmement, il va nous dire, il faut que le texte de votre email ait un rapport direct avec la fonction de la personne que vous ciblez. Si demain, vous allez chercher les architectes cybersécurité pour leur proposer un leasing automobile, je suis pas sûr qu'on soit dans le scope du RGPD. Si par contre, effectivement, on va chercher des commerciaux itinérants pour leur proposer un leasing, ok, là, on est totalement dans la cible. Donc ça, c'est la deuxième, comment dire, c'est la deuxième recommandation du RGPD. Et enfin, la troisième, qui est, elle, un petit peu interprétatrice, c'est à partir du moment où on va mettre en place nos campagnes, comme on en parlait tout à l'heure, ça veut dire que je vais avoir mon adresse email dédiée qui va shooter mes campagnes. Si je fais ça depuis ma boîte mail, tout seul, comme un grand derrière ma boîte mail, évidemment, je ne vais pas mettre de lien de désabonnement au moment où je vais le faire. On le fait tous au quotidien, en fait. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on prend tous contact auprès de nouvelles personnes au quotidien, qu'on ait été recommandé ou pas. On va envoyer notre email et puis, à aucun moment, on va s'intéresser à ce sujet du lien de désabonnement. Donc, si on reproduit exactement la même manière de faire, a priori, on n'a pas besoin de lien de désabonnement. Mais à partir du moment où on industrialise un peu plus les choses, moi, je vous recommande quand même de le mettre. Alors, après, encore une fois, les petites astuces font qu'il faut être quand même assez malin. C'est-à-dire que on va pas s'amuser à écrire en énorme en bas de notre email Désabonne-toi. pour vous désabonner. Voilà, qui est ici. Il faut réussir à le mettre de façon assez discrète en bas de la signature, que la personne ait la possibilité de le faire, mais que ça ne lui saute pas aux yeux tout de suite. Et puis peut-être qu'au lieu de mettre se désabonner en toutes lettres et mettre le lien de désabonnement dedans, on va essayer de mettre une phrase plutôt du type bah, si jamais cet email vous est parvenu, mais finalement, en fait, bah, c'est pas un sujet pour vous d'actualité, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous enlèverai de ma campagne. Ou cliquez ici et puis comme ça, vous serez automatiquement enlevé de la liste. Voilà, en fait, il faut essayer d'être assez malin. Tout simplement pourquoi?
Parce qu'à partir du moment où vous envoyez un email, si vous avez un lien de désabonnement trop visible, la personne se rend compte que c'est de l'automatisation et automatiquement, votre taux de réponse, le taux de réponse de votre campagne va chuter. En fait, Eh c'est oui, mécanique. C'est très eh oui, binaire. intéressant. Donc, il faut paramétrer son email, il faut bien cibler et après. Et après, il va falloir que on crée notre contenu d'email. Ça, c'est pareil, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, je vais vous partager mon écran, je vais vous en montrer un exemple. Euh, Vous allez voir, il y a plein de petits tips à connaître sur ce genre de campagne. Alors après, vous allez voir, on n'est pas tous alignés dans le milieu du marketing. On a tous notre propre plume et notre propre écriture. Ce que je vous dis, c'est moi des choses que j'ai testées maintes et maintes fois et qui fonctionnent. C'est évidemment pas forcément les seuls. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire, moi, j'aurais pas fait comme ça. Donc après, chacun a un petit peu sa manière de faire. En tout cas, je pense qu'il y a quand même des grands marqueurs qu'il faut respecter. Le tout premier, Ce qui est intéressant, parce que là, je parle à ceux qui nous écoutent, ce qui est intéressant avec toi, c'est que, bah, en fait, depuis le temps, chez Magilid, vous avez sur la plateforme, vous traitez et vous hébergez des milliers et des milliers de séquences d'emails tous les jours. Et donc, exactement. moi, donc, quand j'échange avec toi, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as une vision macro, ben, finalement, de ce qui, déjà sectoriel, secteur d'activité, et puis de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc là, en fait, vous avez un condensé des bonnes pratiques qui viennent pas de ta, entre guillemets, de ta science infuse, mais des retours terrain avec donc, tous les clients qui travaillent, qui utilisent la plateforme. Ça, je trouve ça Exactement. hyper intéressant. Quand on échange ensemble, c'est très riche comme information. Et en fait, finalement, peu importe le secteur sur lequel on est, peu importe le sujet ou notre cible, très souvent, les mécaniques, en fait, vont se retrouver un peu, enfin, en tout cas, on va avoir encore une fois des dénominateurs communs sur ces différentes mécaniques. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, la première chose, c'est que vous voyez, n'importe quel email est composé d'un contenu, d'un texte, hop, et d'un objet. Voilà, c'est en fait les deux paramètres, c'est comme n'importe quel email de façon très classique. Première chose, l'objet. L'objet, de façon très contre-intuitive, quand on fait des premières campagnes d'emailing, en règle générale, on met plutôt un objet qui est très long, du type plateforme Magid, deux points, la plateforme la plus complète de Sales Automation, ou Magid, deux points, inscrivez-vous pour avoir des tonnes de nouveaux leads. OK. Bah, en fait, très souvent, on a tendance à vouloir déjà prévendre quelque chose à l'intérieur de l'objet. Et en fait, c'est totalement contraire à ce que l'on souhaite. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on va avoir un objet qui est trop commercial, bah, la personne qui va recevoir notre email, elle va même pas l'ouvrir. Elle va comprendre dès le début et dès l'objet que c'est quelque chose à tendance commerciale. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cliquer sur l'email et elle va le supprimer. Donc en fait, il faut vous mettre encore une fois dans la position du destinataire en vous disant, il faut que l'objet, il soit il évoque un petit peu le sujet, mais qu'il soit quand même assez évasif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que quand la personne reçoive notre email, elle n'ait pas en fait connaissance et elle ne puisse pas deviner ce qu'il y a derrière, donc ça va l'obliger à ouvrir l'email et à cliquer dessus pour découvrir ce qu'on lui raconte derrière. Et donc, en règle générale, les meilleurs objets sont des objets qui sont les plus simples possibles, qui sont en deux ou trois mots et qui vont vous permettre en fait tout de suite de passer le premier barrage qui est bah, dès l'objet, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc je suis obligé de cliquer dessus. Donc après, il y en a plein des objets qu'on peut dire qui fonctionnent bien, qui sont des choses tout simples et que vous pouvez tester au début, qui sont tout simplement prise de contact, deux points, la variable du nom d'entreprise, demande de rendez-vous, demande d'information, ce genre de choses en fait qui sont assez vagues, assez évasives, ça va fonctionner très bien. Alors là, je vous en ai mis un exemple. C'est juste en fait un email que j'ai déjà utilisé pour des relations presse sur une agence de communication. Bah, l'objet qu'on va mettre, c'est relations presse. Tout simplement. Voilà. Et du coup, la personne qui reçoit ça, si on cible des directeurs de la communication, des directeurs du marketing, c'est des gens qui sont dans le milieu, donc ils vont recevoir un email comme ça, ils vont pas avoir tellement d'autres choix que de cliquer dessus pour découvrir ce qu'on va leur raconter. Voilà. Non, mais Donc là, ouais, c'est le c'est premier type. intéressant ce que tu dis. Déjà, c'est du bon sens. C'est aussi contre-intuitif, parce que c'est pas ce qu'on ferait spontanément. C'est totalement contre-intuitif. Ouais. Et vous regarderez, faites le test. Moi, je connais bien le système, donc j'essaye d'y faire attention. Mais je me fais encore piéger. Enfin, piéger entre guillemets, hein, c'est aussi ce qu'on fait. Donc, vous comprenez, hein, piéger entre guillemets. Mais ça m'arrive encore aujourd'hui, dans ma boîte mail tous les jours, d'ouvrir des emails qui sont finalement des emails de prospection. Et en fait, l'objet fait en sorte que je suis obligé de cliquer dessus. Je peux pas savoir ce qu'il y a derrière, donc j'ai pas le choix. Et derrière, si l'email est bien fait, il va retenir mon attention ou pas.
Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est moi, alors, je pense qu'il faut que déjà notre email soit pas trop long. C'est-à-dire que ici, vous voyez, c'est exactement la taille un peu optimale d'un email qu'on va pouvoir utiliser. Et en fait, surtout, on n'est pas là pour vendre dès le premier email. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est pas de donner tous les caractéristiques de notre produit, toutes les formations et comment dire les caractéristiques des formations qu'on va faire, etc. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de prendre contact avec la personne. L'objectif, c'est qu'elle nous réponde. Et donc, en fait, elle ne va pas nous répondre si dès le premier email, on lui dit, bah voilà, moi j'ai une formation à destination, comment dire, de tous les dirigeants ou de tous les managers comment, pour les former, une formation leadership, etc. Bah, en fait, je ne vais pas chercher à donner tous les détails de la formation, combien ça coûte, où est-ce que ça va se passer, combien d'heures ça va durer, etc. En fait, tout ça, c'est des informations dont on va avoir accès dans un second temps, au moment où on va avoir l'échange avec notre prospect potentiel. Et donc, vraiment, en deuxième ou troisième temps, quand on aura pris un call avec lui, quand on sera au téléphone, OK, on pourra aborder tous ces points de détail. Là, en fait, l'objectif, c'est juste de savoir, OK, est-ce que la formation, elle peut bénéficier à quelqu'un chez vous? Est-ce que c'est un sujet qui est sur la table en ce moment chez vous? Si oui, à ce moment-là, discutons-en de façon plus précise. Mais du coup, vraiment, l'objectif de ce premier email, ça va être une prise de contact et ça va absolument pas être une vente. Si on essaye de vendre dès le premier email, a priori, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui arrivent. Moi, c'est pas ma spécialité. Il y en a qui arrivent et je pense que les seuls qui arrivent, c'est comment dire des spécificités. Enfin, c'est des secteurs d'activité assez spécifiques. C'est typiquement si on vend du produit. Si on vend du produit, on peut se permettre de parler comment dire de caractéristiques produits, de prix dès le premier email. Ça, je l'ai déjà testé et ça avait fonctionné. Et ou si on fait du e-commerce, mais encore si on fait, et encore une fois, si on fait du e-commerce, c'est plutôt du produit. À ce moment-là, on va tourner notre email de façon différente parce que l'objectif, c'est avec la personne, ça va être que la personne clique et soit relayée sur notre site e-commerce pour qu'elle passe commande derrière. Mais du coup, c'est une problématique, un parcours client, un parcours prospect qui est un peu différent. Là, ce que je vous montre, c'est la majorité des cas. C'est les cas finalement où on va essayer de prendre contact avec la personne. On est sur du service B2B. Et donc, on ne va pas essayer de vendre dès le premier email, mais on va vraiment essayer d'avoir une accroche très simple. Exactement. Alors, je prends souvent cette image, exactement finalement comme si on se retrouvait dans un ascenseur avec une personne qu'on ne connaît pas. On va échanger 2 minutes avec elle. Elle va nous dire, bah oui, moi je suis directeur marketing. Ok, moi je fais des relations presse. Et du coup, je ne vais pas lui dire tout de suite, ah alors je fais des relations presse, ça coûte tant, je peux mettre une équipe qui vont prendre 7 heures par semaine pour le faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, en fait, le premier échange, ça va être, ah, moi je fais des relations presse, vous êtes directeur marketing ou de la communication, est-ce que c'est un sujet pour vous en ce moment? Oui. Bah tenez, je vous laisse ma carte de visite, on se recontacte. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce premier email-là, il est vraiment fait pour avoir une première prise de contact, que la personne nous dise oui, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Et donc, dans un second temps, une fois que la personne nous a répondu, bah, allons-y, enchaînons. Mais voyez, c'est vraiment pour illustrer, je grossis un peu le trait de façon volontaire, c'est vraiment pour illustrer et vous dire que, en fait, ce premier email, il doit être simple, il est pratiquement jamais technique, il doit être simple, il doit aller vite à l'essentiel. Et en fait, la personne, quand elle lit l'email, elle doit avoir vraiment compris ce que vous faites. Très souvent, on a des formulations un peu techniques, on a beaucoup trop de données qui font qu'en fait, on lit l'email et à la fin, on se dit, oula, ça a l'air compliqué, on ne sait pas exactement finalement ce qu'on fait. On a eu beaucoup de détails et parfois trop de détails. Voilà. Sur l'appel à l'action, parce que j'ai une question, du coup, Ouais. est-ce que l'objectif là, sur le premier email, c'est de vendre un rendez-vous ou juste de susciter une réponse, un intérêt Alors, tu vas me dire. ouais, c'est une très très bonne question. Merci Olivier pour la question, c'est une très bonne question. D'autant plus que, en fait, vous allez voir, je l'ai sélectionné de façon assez volontaire cet email. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, en règle générale, je ne mets jamais cette phrase. Parce que là, vous voyez, en l'occurrence, ça c'est une campagne qui tourne chez nous et avec un lien ici vers un agenda, donc l'agenda de notre client. En l'occurrence, en fait, cette phrase-là, moi, je ne la mets à peu près jamais. Je mets toujours plutôt des questions du type euh, avez-vous déjà mis en place des stratégies RP? Est-ce que certains médias pourraient vous intéresser plus que d'autres? Vous voyez, je vais vraiment poser des questions comme ça qui vont en fait tout simplement me permettre d'engager la réponse de la personne. Donc là, typiquement, j'irais plutôt vers une question, effectivement, quel média vous intéresserait plus? Je peux peut-être regarder dans le comment dire
dans notre réseau de partenaires si j'ai ce type de média qui pourrait vous intéresser. Voilà, typiquement, moi, je partirais sur un call to action. Ce qu'on appelle le call to action, pardon, c'est vraiment la question qui termine l'email ici. Je partirais sur une question comme ça à la fin de mon email pour susciter l'intérêt. Force est de constater que là, en l'occurrence, cette technique-là a bien fonctionné et fonctionne bien. Donc, vous voyez, il y a encore une fois, il n'y a pas de vérité vraie. Mais en fait, par définition et par nature, moi, je préfère toujours poser une question ici et avoir, en fait, je vais me baser sur le nombre de réponses que je reçois. Et en fait, c'est simplement qu'en termes de parcours client, je vais essayer au maximum d'éviter que la personne clique sur un lien et qu'elle sorte de mon email. Parce qu'à partir du moment où elle est sortie de mon email, j'ai plus du tout la main sur le parcours que la personne va faire. Bah, ok, elle est sortie de mon email, donc ça se trouve, bah, elle a ouvert un autre onglet et puis elle est allée naviguer sur Google et j'aurais plus de nouvelles d'elle. Et donc, au maximum, j'essaye de laisser la personne à l'intérieur de mon email, donc de ne pas lui proposer d'alternative et lui poser une question. Finalement, la seule chose qu'elle pourra faire, c'est répondre à ma question. Voilà. J'ai une question sur les secteurs d'activité parce que tu as donné beaucoup d'exemples autour du conseil, de la formation, mais on est d'accord, ces techniques de prospection multicanal, elles fonctionnent pour tout type de secteur d'activité en B2B. Complètement. Alors après, il y a des secteurs qui fonctionnent mieux que d'autres. En fait, je reprends un petit peu les exemples que je disais. Le produit, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce qu'en fait, en règle générale, tout de suite, on va réussir à concrétiser un peu ce dont on parle aux yeux du destinataire. Donc ça va bien fonctionner. Tout ce qui est digital, ça fonctionne bien. Tout ce qui est industrie de pointe, en fait, ça fonctionne très bien. En fait, toutes les campagnes sur les secteurs industrie, ça fonctionne bien. Et en fait, je pense que pour m'être posé la question plusieurs fois, je pense que ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir des interlocuteurs qui sont assez précis sur la partie industrielle et donc on va les cibler de façon très précise et on va avoir un discours qui va leur parler tout de suite. Donc ça, en fait, je pense que dans ce cas-là, la segmentation, elle se fait de façon très naturelle. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Après, le conseil, la formation, typiquement, ça va bien fonctionner. Mais comme on sait qu'il y a beaucoup de monde sur le marché sur ces secteurs-là, il faut réussir à avoir en fait un traceur différenciant à l'intérieur de l'email. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous parlais typiquement de l'effet de localisation sur des campagnes de formation ou encore une fois de conseil. Moi, j'aime beaucoup jouer la carte de la proximité, jouer la carte de la localisation, jouer la carte en fait un peu du naturel. Et je pense que c'est un élément qui est assez C'est différenciateur excellent parce que ça. Ça, finalement, c'est une excellente technique à essayer ça. Ouais. voilà. Exactement. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes sur un secteur qui est assez concurrentiel, essayez d'avoir un marqueur différenciant tout de suite. En fait, quelque chose qui fait la personne elle va se dire bah oui, il m'a contacté pour la bonne raison. Alors, qu'est-ce que tu nous montres là? Donc là, tu es dans la plateforme, on est Voilà. dans la plateforme. Exactement. Alors voilà, exactement. Alors là, je suis dans la plateforme. C'était simplement pour vous faire un petit aparté. Là, vous voyez, j'étais dans les modèles sur la création des modèles d'email. Alors, bon, ça, c'était simplement pour vous montrer, intellectuellement parlant, comment on fonctionne. En fait, là, je suis à l'étape tout simplement où je vais créer mes modèles. Donc, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Je vais créer que ce soit mes modèles d'email, mes modèles d'invitation sur LinkedIn, de messages sur LinkedIn, de SMS. En fait, vous voyez, on parlait de multicanal tout à l'heure. Ici, je vais créer tous les modèles, quelle qu'en soit leur nature. Voilà. Et à partir du moment où j'ai créé mon email, puis j'ai créé mon invitation sur LinkedIn, je vais venir en fait tout simplement les architecturer les uns aux autres. Et je vais toujours essayer de garder cette cohérence par rapport au texte et par rapport à la cible dont on parlait tout à l'heure. Mais il faut vraiment que, au début, essayez de faire des choses très simples. Les scénarios très simples fonctionnent très bien. C'est pas la peine de vous dire, et je vais vous montrer, hop, vous voyez, je vais switcher mon écran et je vais aller sur un autre onglet qui est l'onglet suivant. Vous voyez, c'est là où on va créer, en fait, on va architecturer nos campagnes les unes aux autres, enfin nos modèles les uns aux autres. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose de très difficile et de très, très compliqué. Je vais surtout chercher en fait à avoir un scénario, une séquence à l'intérieur de laquelle je vais avoir deux, trois interactions. Ça va largement me suffire pour commencer. Je vais déjà en fait pouvoir simplement mesurer si, de façon individuelle, les textes d'email que je vais utiliser et les textes de campagne LinkedIn que je vais utiliser, ils sont bons. Et c'est surtout ça au début la difficulté, c'est que si vous partez sur quelque chose de très compliqué dès le début, avec 5 ou 6 interactions, 8 interactions dans la même séquence, bah finalement, en fait, ça va être très compliqué de se dire quelle interaction a fonctionné et quelle interaction n'a pas fonctionné. Et il suffit qu'à l'intérieur de votre séquence, vous ayez 8 bons textes d'email et il y en a un qui ne fonctionne pas, bah en fait,
ça va avoir un impact total sur l'ensemble de votre séquence, mais ça va être très compliqué de trouver quel email ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle, au début, moi, je pars toujours sur des campagnes qui sont très simples. Donc, je pars toujours sur des campagnes avec 2 emails. Vous voyez, là, j'ai un premier email, je l'envoie à partir de mon adresse email, et puis 7 jours plus tard, si la personne ne m'a pas répondu, à ce moment-là, je vais renvoyer un email. Et je vais commencer de façon très simple comme ça. Ça va me permettre, encore une fois, de savoir et de comprendre si chacun de mes emails va fonctionner de façon individuelle. Et puis derrière, à partir du moment où j'ai cette réponse-là et je sais que chaque email m'a donné satisfaction en termes de résultats, bah, je vais pouvoir ajouter mes interactions, comme on en parlait tout à l'heure, et en fait, tout simplement venir enrichir ma séquence. Mais du coup, là, mon message, c'est pour commencer, faites quelque chose de très simple. Encore une fois, pour 2 raisons principales. La première, c'est que ça va vous permettre de tester de façon individuelle vos emails. Et la seconde, c'est simplement, ça va vous faire gagner du temps. Parce que créer une campagne ou une séquence avec 7 interactions au début, c'est très long. On va passer des heures et des heures à peser l'endroit où il faut mettre un point, quel mot il faut utiliser. On va finalement passer plusieurs heures à créer toute la séquence, d'abord sur Word et puis ensuite à la répercuter sur une plateforme comme celle-ci, pour qu'on la puisse, pour la lancer et finalement se dire, bah, est-ce que chaque étape fonctionne ou pas? Franchement, c'est difficile à savoir. Donc, c'est pour ça que moi, je vous propose et enfin, ma recommandation, c'est vraiment de tester quelque chose de très simple au début. Et à partir du moment où ça fonctionne, OK, bah, passons à l'étape d'après, mais testons chaque chose de façon individuelle pour commencer. J'ai une question de Cynthia qui te demande si Magilide scrape, donc là on commence à rentrer dans des termes techniques, scrape les mails pro sur LinkedIn. Alors, la réponse est non. On n'utilise aucune des coordonnées qui peuvent traîner sur LinkedIn, que ce soit de l'email pro, de l'email perso, du téléphone pro, perso, peu importe, on ne sait jamais trop sur les téléphones d'ailleurs. Donc tout ce qui est coordonné sur LinkedIn, on ne les utilisera jamais. Et je vous encourage à pas les utiliser parce que en fait, alors sauf si vous le faites manuellement, auquel cas vous pouvez vérifier que l'email est bien un email pro. Si vous automatisez cette tâche, c'est-à-dire la récupération des coordonnées de contact sur LinkedIn, vous n'aurez jamais la certitude que ce que vous avez récupéré c'est du B2B. Et du coup, vous vous exposez en fait, au non-respect du RGPD. Donc moi, je vous encourage à pas le faire. Il faut mieux utiliser des outils. Alors nous, par exemple, on va se baser effectivement sur des séries d'algorithmes pour créer la liste de contacts. On va notamment se servir de LinkedIn, mais finalement, en fait, on ne va exploiter que très peu d'informations de ce qui ressort sur le réseau LinkedIn. On va simplement exploiter le nom, le prénom, la fonction et l'entreprise de la personne, uniquement ces 4 informations-là. Pas mal Et déjà. à partir de voilà. Donc nom, prénom, fonction, entreprise. Et à partir du moment où on a ces 4 informations-là, on va avoir des clés qui vont nous permettre de remplir le fichier et de retester les emails et d'aller les chercher sur d'autres sources de contact. Mais à partir de ce moment-là, en fait, on est certain que l'email qu'on va trouver est un email B2B. Voilà. Donc, Donc en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que dans ta solution, tu viens chercher de la data sur LinkedIn, voilà, nom, prénom, entreprise, etc. Mais après, c'est avec tes propres algos que tu viens enrichir la Exactement. data pour venir récupérer une adresse email, notamment. Exactement. C'est exactement ça. En Et fait, pour des raisons qui sont très claires, puisque si on vient, entre guillemets, hein, bêtement scraper de la data sur LinkedIn, on s'expose pour le coup à du RGPD. c'est exactement ça. Moi, je vous donne une illustration concrète. Hein. Moi, mon email, l'email que vous allez trouver sur ma fiche LinkedIn, c'est mon email Yahoo, donc mon email personnel. Ça existe encore Yahoo, ça? Alors c'est vrai que c'est un email qui date de plusieurs années. Oh, Nico, Ouais, toi, un mec pour un high-tech comme toi, t'es encore sur Yahoo. c'est du yahoo.fr créé en 2010 ou je ne sais trop quand. Mais ouais, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, j'en reçois des quantités. Et j'en reçois des quantités des emails sur mon email perso qui sont des emails. Je sais très bien que la personne a trouvé ça sur LinkedIn. Moi, ça me fait rien, il n'y a pas de problème. Mais légalement parlant, il y a déjà eu de la jurisprudence là-dessus et donc il faut faire attention. Voilà. Ah oui. Donc, bon, c'est simplement ça. Si vous envoyez sans email, il vous arrivera rien. Si demain vous Et, voulez d'a- et oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a des solutions qui existent et qui font pas ce travail de manière aussi sérieuse et pointue et qui se contentent de scraper bêtement, entre guillemets, la data disponible sur LinkedIn, notamment via des plugins après, qui existent. Non, mais je le dis parce ouais, que c'est ouais. la réalité, en fait. Ouais, exactement.
Exactement. Après, Je sais que toi, tu le diras pas, mais moi, je peux pas Ouais, te le ouais, dire. ouais, non, mais exactement. Non, mais c'est sûr. En fait, c'est un service qui propose, c'est un outil qui propose. Après, effectivement, c'est à l'utilisateur de faire son libre arbitre, en fait. Ouais, Mais exactement. effectivement, c'est clair que sur LinkedIn, attention, ouais. Attention sur Allez, on avance parce que, dis donc, le Voilà, temps file, hein. exactement, le temps file. Voilà, donc en fait, simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est que à partir du moment où vous avez respecté un peu ces étapes, alors on va reprendre, on va essayer de récapituler un petit peu pour que vous ayez des clés qui soient assez concrètes. Première chose, passer un peu de temps, enfin, configurer une adresse email qui sera une adresse email expéditrice dédiée à votre campagne. Première chose. Deuxième chose, essayez de créer un modèle d'email qui soit un modèle d'email très simple, avec un objet qui soit un objet un peu évasif. Et le but et l'objectif du modèle d'email, ça va être que la personne vous réponde et que ça c'est pas du tout, c'est faut pas vous dire que je vais vendre dès le premier email. Non, le premier email, il est fait pour prendre un premier contact avec la personne. Ensuite, troisième clé, à partir du moment où vous allez vouloir créer des séquences, donc là, je suis dans le cadre d'un email et d'une relance, créer quelque chose de très simple pour commencer. Et vous verrez, ça sera amplement suffisant. Moi, sur des campagnes comme ça, derrière, je vais envoyer 30, 40, 50 emails par jour. Et en fait, ça va déjà me permettre d'avoir des contacts qui vont remonter de mes campagnes. Et petit à petit, après, si ma campagne se passe bien, je vais peut-être aller pousser un peu plus la machine. Mais déjà, au début, je vais avoir ce comportement pour tester mes emails, tester mes approches et voir un petit peu, bah, encore une fois, si ça fonctionne. Et du coup, Et là, du coup, tu envoies un seul email ou tu en envoies plusieurs? non, là, Et alors là, j'envoie deux emails. J'envoie un email et puis Ok, 7 jours plus tard, j'en renvoie un deuxième. Voilà. d'accord. Ça, On c'est commence vraiment de la base, séquence la plus simple. la Exactement. base. La séquence la plus simple qu'on puisse faire. Mais en fait, ça fonctionne. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est des choses qui peuvent fonctionner. Et qui fonctionnent assez souvent, hein. Moi, quand j'ai un nouveau client et des nouveaux sujets, en général, les 2 premières semaines, 2, 3 premières semaines, je vais déjà tester ça. Et après, je vais complexifier un petit peu les séquences et ainsi de suite par rapport au retour qu'on en a eu. Voilà. Mais déjà, c'est la première chose. Et puis, du coup, là, vous voyez, on va vraiment se mettre dans le cas où on a notre séquence d'email, on a paramétré notre email expéditeur, on a notre cible, etc. Et donc, c'est parti, on va envoyer notre campagne. Donc, envoyer la campagne, ça veut tout simplement dire que je vais envoyer le contenu de mon email grâce à mon email expéditeur sur ma cible de contact. Et là, du coup, on va arriver, vous voyez, à une page de statistiques comme celle-ci. Alors là, je vous en ai fait une capture. C'est une page de statistiques qui, encore une fois, c'est la page de statistiques sur mes campagnes relations presse dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, vous voyez, ça, c'est des campagnes que je mène depuis un moment. Donc, c'est pour ça que, effectivement, vous le voyez en termes de nombre de contacts. Là, ça va être ici. Hop. Là, vous voyez, en termes de nombre de contacts, je vais en avoir un peu plus que ce dont je vous parlais. Oula, pardon. Voilà. Je vais en avoir un peu plus que ce dont je vous parlais, tout simplement parce que j'ai des certitudes sur ces campagnes-là. Donc, à partir du moment où j'ai des certitudes, je vais appuyer un peu sur la machine. Et donc, après, à partir du moment où votre campagne va commencer, il va falloir que vous ayez ce réflexe de voir un petit peu la campagne et les différentes statistiques de votre campagne comme des jalons. Alors moi, j'adore cette image-là qui est comment dire, une image du centimètre haie. Et puis en fait, on va voir si on passe au-dessus de chaque barrière. Ou en fait, s'il y a une barrière à partir de laquelle on chute. Et si on chute sur une barrière, on va corriger le tir pour, sur la prochaine campagne, passer au-dessus de la bonne haie et progresser ainsi de suite jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée. Et donc, ce que je fais, la première chose, ma première haie, c'est mon taux d'ouverture. Mon taux d'ouverture, il va mesurer tout simplement le nombre de personnes qui ouvrent mon email par rapport au nombre d'emails que j'ai envoyés. Donc, vous voyez ici, hop, là, sur ces campagnes-là, je vais atteindre, alors vous voyez la toute première, je vais vous grossir un petit peu les choses, voilà, ce sera peut-être mieux. Et pardon, c'est une photo, donc en fait, Ouais, on voit j'ai bien, hein, oublié. c'est très clair. Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, donc là, vous voyez, celle-ci, ma première campagne est partie hier. Donc en fait, elle va augmenter au fil de l'eau. C'est toujours comme ça. J'ai toujours en fait un effet d'inertie sur les campagnes. Mais sur mes autres campagnes, vous voyez, j'arrive à 47%, 45% d'ouverture. C'est complètement Mais satisfaisant. Ça ça me veut dire paraît que, énorme comme taux d'ouverture, mon cher Nicolas. bah, en fait, à partir du moment où vous avez une liste de contacts qui est bien construite, là, j'ai un email expéditeur qui sert qu'à mes campagnes. C'est-à-dire que je sais qu'il est bien paramétré, je sais qu'il tourne bien. Et donc, c'est des taux d'ouverture qu'on va voir de façon assez fréquente. On va même pouvoir monter, il y a certaines campagnes où on monte au-dessus, hein. Il y en a d'autres. Est-ce que tu peux, à minima, quand on lance ce type de campagne, donc Ouais. prospection froide, des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi, à minima, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir en termes de taux d'ouverture? En tout cas, qu'est-ce qu'on doit viser Alors, comme première ouais, étape? très bonne question. Si vous commencez première campagne, dites-vous que si vous passez les 20-25% de taux d'ouverture, ça sera C'est déjà ça. très bien. Voilà.
ayez cet ordre de grandeur en tête. Et puis après, quand vous allez progresser, vous allez comprendre pourquoi vous avez un taux d'ouverture qui est de 20% ou de 25%. Peut-être que votre objet est améliorable, peut-être que votre liste, il y avait trop de personnes qui vous intéressaient pas au niveau de votre liste, peut-être que votre email expéditeur, il était pas ou bien ou mal configuré, etc. Et donc, en fait, ça va être autant de leviers pour améliorer votre taux d'ouverture. Mais effectivement, ayez comme traceur et comme ordre de grandeur un taux d'ouverture de 20-25% pour votre toute première campagne, pour vos premières campagnes, ça sera déjà pas mal. Voilà. Et donc ça, vous voyez, c'est le premier jalon. Donc si vous en arrivez à ce niveau-là, vous allez vous dire, OK, la première je l'ai passée. Et puis j'arrive à la seconde. Alors, mon taux de clic ici, là, en l'occurrence, il est intéressant. Pourquoi? Parce que dans l'email que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais un lien vers l'agenda. Mais en règle générale, je vous ai dit, moi, je ne mets pas de lien à l'intérieur de mes campagnes. Donc, très souvent, le taux de clic, je ne le mesure pas. En fait, je ne le regarde même pas. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, soit j'en ai pas, soit le seul clic que j'ai, c'est dans la signature. Et donc, en fait, pour moi, c'est pas un KPI qui est intéressant parce que c'est tout simplement pas un KPI que je recherche. Par contre, comme mes emails ils sont orientés pour avoir des réponses, ça, je vais le regarder. Et là, je vais le regarder du coup avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être un peu le point final de ma campagne. Que les gens ou que mes destinataires ouvrent mon email, c'est très bien. Par contre, ce qu'il va falloir voir, c'est s'ils me répondent ou pas. Et donc, ça, en fait, ça va mesurer le nombre de personnes qui répondent à ma campagne par rapport au nombre de personnes qui l'ont ouvert. Et donc, là, c'est pareil, vous verrez sur les premières campagnes, vous serez probablement autour des 1, 2%, 3% de taux de réponse. Et puis après, vous allez comprendre, vous allez essayer d'améliorer votre texte, vous allez itérer en l'allégeant, en mettant un call to action qui soit le plus lisible possible pour, encore une fois, en fait, améliorer ce taux de réponse et arriver sur des taux de réponse qui sont 7, 8, 9%. Et là, qui commencent à être vraiment, vraiment très intéressants. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, Est-ce c'est que... vraiment. Alors, j'ai des questions là sur le taux d'ouverture. Ouais, ouais. Il y a Anne qui nous demande, donc je te lis tel quel, quand je suis dans ma boîte email pour les lire, les emails, est-ce que le fait de déplacer mon curseur sur la liste de mails est considéré comme une ouverture? Je crois pas. Non, non, faut Je vraiment pense pas, hein. l'ouvrir. Il faut Non, vraiment non. l'ouvrir. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, faut vraiment l'ouvrir. Ouais, c'est même Et certain. et j'ai Cynthia qui nous demande si l'ouverture d'un PDF est considérée comme un clic. Si le PDF est sous format lien cliquable à l'intérieur de l'email, c'est-à-dire que vous cliquez sur le lien et vous accédez au PDF, oui. D'accord. Si c'est une pièce jointe, non. Si c'est une pièce jointe, non. Parfait. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça c'est vraiment les différents traceurs et puis vous aurez un dernier, comment dire, un dernier jalon, une dernière haie à passer qui est ce qu'on appelle le taux de réponse positive. Là, vous voyez, j'ai 9% de taux de réponse global. Bon, bah très bien. Donc si je le calcule, il me semble que de mémoire, ça fait 47 ouvreurs, il me semble, sur cette campagne-là. Ben, très bien, j'ai eu 47 ouvreurs, pardon, 47 répondeurs. Très bien, mais parmi mes 47 répondeurs, combien il y en a qui vont donner lieu à un suivi commercial derrière? C'est-à-dire combien il y en a qui sont considérés comme des réponses positives. Et ça, encore une fois, c'est le dernier KPI, ce qui ne vous sera jamais donné automatiquement, parce que ça dépend vraiment de la syntaxe de la réponse. Et c'est le dernier qu'il va falloir suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous orienter sur le fait que est-ce que le contenu de votre email, il est bon ou pas? Si vous avez 9% de taux de réponse, mais que tout le monde vous dit c'est pas moi qui m'en occupe, ça m'intéresse pas, ça veut tout simplement dire que tout est bon, sauf le contenu de votre campagne. Et là, en fait, il faut le Ah oui. revoir de façon à faire passer les personnes qui vous répondent en réponse positive, tout simplement. Voilà. Donc là, J'ai ça va être Anne, vraiment un travail sur le. j'ai Anne qui te demande, Nico, elle travaille dans un secteur qui est très concurrentiel, qui est la cosmétique. Et du Ouais. coup, elle te demande à quel pourcentage de réponse on peut s'attendre. Alors, La question qui j'ai tue. pas en tête. Ah ouais, la question piège. Non, non, j'ai pas en tête en fait les pourcentages de réponse par secteur. Par secteur, Tout tu ce que je peux vous m'étonnes. dire. Ouais, exactement. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la plateforme au global, sur toutes les campagnes qui sont lancées, donc pas forcément que nous pilotons, hein, tous les utilisateurs globaux, on est à entre 4 et 5% de taux de réponse au global, en moyenne. Et c'est déjà des bons taux de réponse. C'est bien C'est sûr. déjà des bons taux de Mais réponse. c'est ce qu'il faut viser, en fait. C'est ça qui est Mais intéressant. exactement. Alors la cosmétique, après, c'est effectivement un secteur concurrentiel, mais c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec la partie industrielle. La partie, enfin, le secteur cosmétique, c'est quelque chose qui est très spécifique. Et donc, je pense qu'on peut réussir à avoir en fait un email qui va s'adresser à la bonne personne et qui va être suffisamment technique pour que la personne en face se dise, bah oui, en fait, si elle m'a contacté à juste titre. En tout cas, elle m'a pas contacté comme ça avec un email générique, etc. Donc, moi, je pense que sur ce genre de secteur, on peut rapidement avoir des taux de réponse qui sont intéressants. Mais bon, à tester. À tester, Anne, si tu nous entends, tu nous diras.
que je salue Anne d'ailleurs. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour les campagnes. Écoute, c'est super, Nico. Du coup, t'as pas abordé, mais je me permets de le faire. Les, comment tu utilises LinkedIn dans tout ça? Est-ce qu'il y a des stratégies que tu utilises? Parce que là, bon, là, on a bien compris toutes les stratégies et qui fonctionnent très bien sur des séquences, on va dire, simples déjà. Et donc, pour ceux qui aujourd'hui ne prospectent pas, ça pourrait effectivement être, ce sont des bonnes clés pour démarrer. Et j'ai vu dans l'outil furtivement qu'on pouvait effectivement aussi jouer sur d'autres leviers que sont LinkedIn, le SMS. J'ai même vu les appels téléphoniques. Un Ouais. mot rapide là-dessus, puis on finira là-dessus. Ouais, avec plaisir. Alors, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. Alors, vous êtes pas sans savoir que LinkedIn est assez restrictif sur le nombre d'invitations qu'on peut envoyer, le nombre de messages, etc. Donc, en fait, il faut réussir à utiliser LinkedIn un peu en soutien. Alors, au préambule de notre webinaire, au tout début, je vous disais, moi, je commence toujours par l'email et je vous expliquerai pourquoi. Et ben voilà, on en vient à la réponse. En fait, j'utilise l'email au début un peu comme un laboratoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des capacités d'envoi avec l'email que je n'arriverai jamais en termes de volume d'envoi, hein, de quantité, que j'arriverai jamais à avoir sur LinkedIn. Et en plus de ça, je peux avoir des textes qui sont plus étayés, plus personnalisés, plus détaillés sur l'email que sur LinkedIn, parce qu'en fait, dans LinkedIn, les messages, ils sont beaucoup plus courts. Donc, en fait, j'aime bien utiliser, pour ces raisons-là, j'aime bien commencer par l'email. J'ai une plus grande capacité d'envoi et ainsi de suite. Par contre, je vais beaucoup utiliser LinkedIn comme support dans un second temps, en disant, j'ai pris contact avec Monsieur Martin au début, il m'a pas répondu. Bah, à ce moment-là, en fait, la relance que je vais intégrer dans ma séquence, je vais vraiment faire du multicanal. Et là, je ne vais pas renvoyer un email. En fait, je vais renvoyer une invitation dans LinkedIn. Simplement avec un petit mot en disant bonjour, monsieur Martin, je me suis permis de vous envoyer un email la semaine dernière. Est-ce que vous avez pu en prendre connaissance? Voilà. Et en fait, je vais beaucoup utiliser LinkedIn comme support, comme ça, dans des stratégies de relance. Et après, le SMS et les appels téléphoniques, en fait, je vais les utiliser un petit peu dans le même ordre d'idée. Je ne vais pas les utiliser en prospection pure dans le premier contact, mais je vais souvent les utiliser soit dans des cadres de stratégie de relance, soit dans le cadre voilà, typiquement de réanimation d'une communauté derrière un webinaire, derrière un événement, etc. Où là, en fait, je vais utiliser ces canaux-là, non pas sur de la prospection dure, mais vraiment sur de la relance dans un second temps. Parce que c'est assez intrusif, le SMS en C'est prospection. beaucoup plus intrusif, ouais. Exactement. Bah Mais écoute, par contre, super, Nico. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, des commentaires? Vous pouvez prendre la parole d'ailleurs, hein, si vous activez vos micros. C'est l'occasion, c'est l'occasion de le faire. Je vais juste, pendant que vous le faites, je regarde si on n'a pas d'autres questions sur les réseaux. Et si vous n'avez pas d'autres questions, bah écoutez, moi je vous propose qu'on clôture. Personne n'utilise la prospection téléphonique. Tiens, c'est Dan qui nous demande est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de la prospection téléphonique? Mais ça marche encore très bien, la prospection téléphonique. Oui, il y a Anne. Non, j'ai des oui, des non. alors non, on a beaucoup de clients qui le font derrière les campagnes email, hein. Derrière, bien sûr. Ben oui. Oui, parce que je crois qu'il y a un système de scoring dans la plateforme qui on t'envoie une relance en disant bah, tiens, là, celui-là, il faudrait l'appeler. C'est ça, hein. Exactement. En fait, tout est Ouais. organisé derrière pour les équipes de call qui rappellent dans un second temps. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'automatiser tout le processus en amont, de préqualifier, susciter de l'intérêt, et puis après, ça vend pas à votre place. Voilà, pas encore. Ah, peut-être Alors, un bah, ça jour jamais mieux. avec OpenAI. Bah, je nous le Peut-être. souhaite pas, sinon ça servira plus à rien. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, j'ai une question. On trouve les tarifs Magivite sur le site, j'imagine. C'est très dépendant du nombre d'utilisateurs, de plein de choses qui sont liées à la structure de l'entreprise, ou bien, euh, ou bien c'est un prix Non, c'est un prix forfait, ça me coûte 350 € par forfait. mois. 350, Ouais, c'est ça. Hmm, exactement. ok, merci. Super. Bon, bah, écoutez, si j'ai pas d'autres questions, je vous propose
qu'on clôture maintenant. La semaine prochaine, je ne sais pas si Laurent est encore là parmi nous. La semaine prochaine, de quoi on va parler la semaine prochaine? On va parler. J'ouvre mon programme pendant que je vous parle. On va parler technique. On est combien? On est le 13 février. Voilà, on va parler technique de fidélisation. Voilà, donc on parlera d'autres stratégies d'email, mais tu vois, effectivement, en introduction, tu vois, on a parlé de prospection et tu as bien fait le distinguo entre les deux. Là, on sera plus sur un axe de fidélisation et effectivement de nurturing, chose qui est pour le coup hyper complémentaire à la phase de prospection parce que ben, on va susciter l'intérêt, on va susciter des premiers niveaux d'engagement, mais force est de constater que tout le monde n'achète pas forcément du premier coup ou tout de suite. Et donc, faire du nurturing, garder le lien avec vos prospects dans la durée, ben, l'email en ça, et on verra d'autres techniques, est très intéressant pour créer la confiance dans la durée et engager a posteriori. Merci pour votre participation. Merci Nico pour Merci ton Olivier, c'était un temps et plaisir. tes Merci précieux à tous. conseils. C'était Merci très beaucoup sympa. pour votre Bonne soirée à tout le monde. Et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine, mardi à 17h. Bye bye. Au revoir tout le monde. Merci Bonne à soirée. tous. Merci Olivier. Passez une bonne fin de journée. Salut. Ciao.